Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière, répond à nos questions sur le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Immeubles et maisons mis en vente pour défaut de paiement de taxes à Baie-Saint-Paul. Un bulletin des régions produit dans nos studios et diffusé partout au Québec. Tout un méga-drague de motoneige le 4 mars prochain. Et enfin, des judokas de Charlevoix aux Jeux du Québec. Bonne émission! Deux enquêtes sont actuellement en cours au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et pour comprendre ce qui se passe, Lydia Duchesne s'entretient avec Sylvain Gaudreault, qui est le directeur général du Cégep de Jonquière et responsable du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Alors, bonjour, Monsieur Sylvain Gaudreault. Oui, bonjour, Mme Duchesne. On discute ce matin des enquêtes qui sont en cours là, présentement par rapport au climat de travail du côté de Charlevoix. Donc, on a deux enquêtes qui sont en cours présentement, une concernant du harcèlement psychologique et l'autre au niveau de l'administration. Oui, tout à fait. Là, on a deux enquêtes en cours qui font suite à une analyse de climat de travail qui a été faite avant les fêtes. Donc, cette analyse-là, elle avait commencé, je crois, avant même votre arrivée Oui. à vous dans le poste de direction. Qu'est-ce qui a fait que finalement cette évaluation-là a mené à une enquête? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à se dire, faut aller plus loin, là? Oui, bien, il y a beaucoup d'éléments confidentiels dans les rapports d'analyse sur le climat de travail que je ne peux pas dévoiler ici. Mais moi, je veux vous garantir deux choses. Premièrement, c'est que le Cégep de Jonquière est extrêmement heureux, extrêmement fier d'être responsable du Centre d'études collégiales en Charlevoix. On va tout faire pour développer, pour garantir la réussite, pour avoir le plus d'étudiants possible, pour le développement de la grande région de Charlevoix, mais aussi offrir de l'enseignement supérieur de qualité. La deuxième chose, et qui va avec la première, c'est que ma responsabilité comme directeur général et la responsabilité de l'institution, c'est d'offrir un climat de travail qui est sain, un climat de travail également qui va permettre la réussite de tous les élèves. Et c'est là-dessus qu'on agit présentement parce qu'il y avait des enjeux de climat de travail c'est pour ça qu'on a fait l'analyse. Et maintenant, ben, l'analyse a des recommandations, puis on les met en action. Parce que mon seul objectif, moi, c'est qu'on ait un climat de travail qui est propice à la réussite des élèves. Expliquez-moi donc justement, maintenant les entreprises, les organismes se doivent d'avoir une politique là, contre le harcèlement au travail. Est-ce que justement les mesures qui se mettent en place, est-ce que c'est après plusieurs plaintes que ça se passe ou dès le premier drapeau levé, là, on embarque dans un processus d'enquête? Bien, je vous dirais, j'aime beaucoup votre expression là, dès le premier drapeau levé. Autrement dit, comme employeur, on est extrêmement sensible. C'est notre obligation également d'offrir à nos employés là, un climat de travail qui est sain. Donc, dès qu'il y a des allégations ou des risques, puis c'est pour ça que je vous dis, on a eu le rapport sur l'analyse du climat de travail. Donc, nous, c'est sûr qu'on a passé à l'action dans ce sens-là. Mais c'est vraiment deux choses, là. Donc, la première chose, c'est justement sur les allégations de harcèlement. On veut s'assurer que tout ça est bien traité. Oui. Puis la deuxième chose, c'est en lien avec la première, mais quand même qui implique plus la gestion administrative, de quelle manière le climat de travail vient contaminer la gestion administrative. Donc, on comprend que les deux enquêtes sont reliées, là. C'est un aspect qui a eu un impact sur l'autre. Ben oui et non, là. C'est ça qu'on est en train de démêler, là. Okay. Donc, les enquêtes vont nous permettre de démêler tout ça. Nous, là, on est très à l'aise avec la démarche qui est en cours, évidemment, et on est aussi très à l'aise avec ce
ce qu'on a fait dans le passé comme gestion administrative, puis on veut continuer d'aller de l'avant. Mais la seule chose, c'est que là, on doit prendre un petit pas de côté Oui. pour dire, ben, donnons-nous toutes les conditions pour que les enquêtes réussissent et que ça se fasse de façon objective, que ça se fasse de façon neutre. C'est pas moi, c'est pas l'organisation du Cégep de Jonquière qui mène l'enquête. C'est Non, une c'est firme pour ça qu'on va en indépendante. externe là-dessus. Exactement. C'est une firme indépendante, une firme qui est neutre, qui est professionnelle dans ces domaines-là, parce que vous savez, c'est pas n'importe qui peut s'improviser là, dans ces matières. Non, c'est Puis, délicat aussi. pardon, oui? C'est délicat. Il y a Oui. des emplois en jeu là-dedans. Exact. Il y a des emplois en jeu, on fait affaire avec des gens, donc il y a un aspect humain, on est dans un milieu d'enseignement, donc on doit être également exemplaire. Donc c'est ça qu'on fait. D'accord. On sait déjà qu'il y a un enseignant qui a été suspendu pour le moment et la directrice là, du CECC, Marie Aboumrad, qui a été affectée à d'autres tâches. Vous avez dit qu'elle fait partie des plans. C'est quoi les plans dont il est question? Oui, pour ce qui est de Mme Aboumrad, effectivement, nous, durant les enquêtes, comme je viens de vous dire, nous devions garantir la bonne marche des enquêtes. Et pour ce faire, on a proposé à Mme Aboumrad de travailler de façon très proche avec moi, justement, parce que on avait des mandats à compléter sur le plan stratégique de l'institution. Mme Aboumrad sera affectée pendant quelques semaines à ces dossiers-là, puis ça tombe bien, elle a une expérience là-dedans dans son ancienne vie, là, avant d'arriver au CECC. Et quand je vous dis qu'elle fait partie des plans, c'est que c'est une cadre qui a de l'expérience, qui est appréciée par tout le monde. Donc, on va continuer de travailler avec Mme Aboumrad, mais pour le temps des enquêtes, effectivement, là, il faut qu'il y ait Un détachement, un pas de côté, je dirais, là, qui est fait le temps qu'on fait les enquêtes, puis elle est sur un mandat qui est très important, qui est celui du plan stratégique. D'accord. Est-ce que c'est un plan stratégique qui est pas en lien là, avec la situation actuelle, si je comprends? Non. C'est ça. Ça, c'est une obligation que nous avons comme institution publique, là, comme Cégep, d'avoir un plan stratégique 2022-2027. Notre plan stratégique est adopté avec les grandes orientations, mais il reste des étapes à faire qui sont les moyens puis les cibles, c'est-à-dire et les moyens et les indicateurs. D'accord. C'est là-dessus qu'il nous reste un travail à faire. Puis ça, je veux dire, tous les cégeps ont ça à faire, puis on était rendu là de toute façon, nous. Et c'est le plan stratégique qui couvre le cégep de Jonquière, mais aussi le centre d'études collégiales dans Charlevoix. Et Mme Aboumrad a les compétences pour faire ça. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un add-on, là, je dirais. Oui. Donc, on a demandé à Mme Aboumrad de travailler là-dessus pour les prochaines semaines. D'accord. Et du côté des enquêtes, est-ce qu'on a une idée combien de temps ça peut durer? Bien, ça, c'est embêtant parce que, comme je viens de vous dire, c'est une enquête qui est indépendante. Ouais. Alors, nous, on n'a pas les deux mains dans l'enquête. Il ne faudrait pas qu'on ait les deux mains dans l'enquête, dans les enquêtes. Donc, pour l'instant, on a nommé quelqu'un en intérim pour la gestion administrative du CECC, qui est Mme Hélène Roberge. Et elle a un mandat pour l'instant jusqu'au 28 avril. Fin avril, là, je vous dis 28, mais en tout cas autour du 28 avril, fin avril. Et c'est ce qu'on a comme horizon pour l'instant, mais je ne peux pas vous en dire plus sur la durée des enquêtes car elles sont indépendantes. Bon, donc ce sera à suivre. Parlons maintenant au niveau des programmes du côté du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Je sais que vous prônez la décentralisation. C'est tout à fait à notre avantage. On souhaite avoir des programmes dans nos milieux, dans nos régions. Mais quand on ouvre des cohortes ou des programmes où on a 2, 3 élèves d'inscrits seulement, jumelé à un problème de main-d'œuvre, ça donne des situations comme on vit présentement avec la technique en soins infirmiers. J'aimerais savoir comment on peut espérer garder nos programmes puis nos cégeps en région quand on a cette situation-là là, devant nous. Bien, écoutez, la question que vous soulevez est tout à fait pertinente, mais elle est surtout aussi comment je pourrais dire, partagé par plusieurs cégeps en région. Même nous, du côté du cégep de Jonquière, même si on a 3000 étudiants, il y en a à peu près 200 là, au centre d'études collégiales en Charlevoix. Nous, au cégep de Jonquière, c'est 3000. Puis je parle souvent à mes collègues dans d'autres régions, par exemple les cégeps au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou dans d'autres régions. Puis on vit tous la même réalité, là, donc de la main-d'œuvre. Donc, recruter, retenir des profs,
Puis dans un contexte aussi où quand on a des cohortes d'étudiants un peu plus petites, ben là, les profs n'ont pas nécessairement des tâches pleines. Oui. Donc là, ça vient alourdir les choses, là, parce que comment quelqu'un va dire, ben, je vais aller vivre en région si j'ai juste une demi-tâche, je ne suis pas sûr d'avoir une tâche la prochaine session. Alors, c'est tout à fait complexe, mais en même temps, on est là-dessus. Nous, on a bon espoir de pouvoir régler la situation pour la prochaine session, donc celle du mois d'août-septembre là, 2023. Oui. Avec des enseignants, là, on travaille là-dessus présentement. Mais comment je pourrais vous dire, la vertu, on va dire ça comme ça, du lien entre le Cégep de Jonquière et le CECC, c'est qu'on est capable de travailler en équipe. Alors oui, de la décentralisation pour faire confiance aux instances locales, mais dans une situation comme celle que nous avons vécue avec les étudiants en soins infirmiers, bien, le lien avec le Cégep de Jonquière permet de dire, bien, écoutez, pendant 3 jours semaine, pour cette session-ci, en deuxième année, on vous offre gratuitement l'hébergement dans nos résidences au Cégep de Jonquière, puis vous allez venir suivre vos cours au Cégep de Jonquière 3 jours, puis les 2 autres jours, bien, vous êtes dans Charlevoix. Donc, ce lien-là, il faut le voir comme une force, parce que ce n'est pas tous les cégeps où les centres d'études, les centres d'études collégiaux sont toujours accrochés à un cégep, je dirais. Oui. Mais dans le on cas a une de... mutualisation des ressources, dans le fond, qui permet des solutions peut-être plus facilement. Oui, puis très franchement, là, on va se parler entre gens de région, là. Moi, j'aime autant que les étudiants du CECC. C'est pas la situation idéale, là, je suis bien d'accord avec vous. Il faut qu'ils restent le plus possible dans Charlevoix, puis on travaille pour ça. Mais dans une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons, j'aime autant qu'ils viennent à Jonquière que d'aller à Québec ou à Montréal, où là, c'est le contexte métropolitain ou le contexte d'une grande ville, de la capitale. Là, au moins, on est entre régions, puis on a des contextes de soins de santé, des contextes d'apprentissage qui sont propres à nous. Puis j'aime bien ce lien-là, moi. Donc, est-ce que la situation est parfaite? Non. La situation idéale, là, c'est que les étudiants restent au CECC et qu'il y ait les cours au complet au CECC. Mais là, dans ce contexte-là, on a trouvé une belle solution, puis on travaille pour avoir une solution à long terme puis à temps plein pour l'automne. Qu'est-ce qui détermine les types de programmes qui sont faits en région? Est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Est-ce que c'est les centres d'études? Est-ce que c'est selon la main-d'œuvre, les infrastructures qu'on a en place? Bien, vous venez de le dire, c'est un peu tout ça, je vous dirais. C'est sûr que les programmes, je dirais, préuniversitaires, c'est comme de base, là, sciences humaines, sciences de la nature. Ensuite, ben, c'est sûr c'est un peu historique, là, selon les demandes qu'on a eues historiquement, par exemple en éducation d'enfance, en éducation spécialisée. On a aussi administration, les programmes de technique administrative. Ça, c'est assez courant aussi parce qu'il y a beaucoup de besoins dans les entreprises en cette matière. Donc, c'est un peu comme soins infirmiers aussi, ils s'offrent dans plusieurs cégeps, là, sinon la totalité. Donc, c'est aussi, puis on sait aussi les demandes qui sont en main-d'œuvre, en soins infirmiers. Donc, c'est comme ça que ça marche. Pour les développements futurs, ben oui, c'est collé à la réalité des régions. On n'ira pas faire un programme en technique forestière, disons, au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, il faut quand même se coller à une certaine réalité. Ça, c'est encore plus vrai pour la formation continue. La formation continue, souvent, c'est des programmes, c'est des AEC, donc ou des spécialisations aussi, de la professionnalisation. Ouais. C'est aussi même à la demande souvent des entreprises qui vont dire, ben, écoutez, moi, j'ai une entreprise XY dans tel domaine. Donc, pour la formation continue, c'est vraiment encore plus collé à ces demandes d'entreprise. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Gaudreault, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces sujets-là aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir, puis je serai toujours disponible. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. La Ville de Baie-Saint-Paul a franchi une autre étape cette semaine pour recouvrer plus de 300 000 $ en taxes municipales impayées. Et j'en parle avec Lydia Duchesne. Lydia, bonjour. Bonjour, Martin. Lydia, quelle est cette procédure qui permet à la Ville d'aller chercher les taxes impayées? Donc, on parle de la vente pour taxes qui donne droit à la Ville de Baie-Saint-Paul d'entamer cette procédure via la loi sur la fiscalité municipale. Donc, on peut décider de vendre des immeubles et des maisons pour cause de non-paiement des taxes. Exactement, pour que la Ville puisse récupérer les taxes qui lui sont dues. Comme tu l'as dit présentement, c'est plus de 300 000 $ qui sont dus à la Ville en taxes impayées.
Voici d'ailleurs les explications du maire Michael Pilote. Une ville peut vendre la maison de quelqu'un qui ne paye pas ses taxes. Et on a préséance aussi sur les institutions financières, ce qui signifie, exemple, que vous avez une hypothèque, là, je ne sais pas moi, de 100 000 sur votre maison et que vous êtes avec Desjardins, Banque nationale ou d'autres institutions financières. Des fois, on voit ça. Les gens font... on dit « Ah, la banque a repris la maison puisqu'ils sont en difficulté de paiement. » Donc, l'institution financière vend la maison, mais la ville a préséance. Ça veut dire qu'on peut, nous, avant la banque ou la caisse, la ville peut procéder à se payer elle-même. Lydia, cette procédure ne veut pas nécessairement dire que les maisons vont être mises en vente. Pas dans l'immédiat. Donc, les gens là, qui sont en cause là-dedans ont déjà reçu plusieurs avis. Oui. La Ville va émettre un dernier avis, soit par courrier recommandé ou par huissier, suite auquel les gens auront 10 jours pour effectuer le paiement total de la somme qui est due, plus 15 d'intérêt. OK. Suite à ça, si les paiements ne sont pas reçus, là, la Ville pourra publier publiquement donc les noms des personnes qui sont en défaut de paiement et la somme qui est due, pour ensuite faire une mise aux enchères des bâtiments. Michael Pilote nous donne plus de précisions sur la procédure. S'il y a 3 personnes là, qui font des offres sur la maison à 15 000, qu'il y a quelqu'un qui donne 15 000, l'autre me dit « moi je donne 20 000 », l'autre 30 000, bien, c'est la personne là, qui donne le plus haut montant qui va se voir acquérir la propriété. Et la personne a 1 an pour reprendre sa propriété. Donc, elle a 1 an pour racheter au prix qu'elle l'a acheté là, de la ville, la propriété, plus 15 %. TVCO produit depuis quelques semaines déjà un bulletin des régions qui est diffusé partout au Québec. Et pour vous présenter cette initiative, Lydia Duchesne s'est entretenue avec le président du conseil d'administration de TVCO, Dominique Marcotte. Dominique Marcotte, bonjour. Bonjour Lydia. Donc, vous êtes président de TVCO et on parle ensemble aujourd'hui du Bulletin des régions, cette nouvelle émission qui est sur nos ondes depuis quelques semaines. Donc, commençons déjà par peut-être expliquer un peu c'est quoi le concept du Bulletin des régions. Bien, écoutez, quand c'était sur la plage à Dessin, au niveau de l'équipe ici, l'équipe de production, on nous a présenté le projet au conseil d'administration, puis tout de suite, on a dit « Wow, oui, on tient quelque chose ». Le concept est simple. Vous avez sûrement, tout le monde sait maintenant qu'on est passé de chez Derry à Cogeco. Cogeco, oui. Puis du fait même, on a découvert que TVCO n'était pas seul au monde dans la télé communautaire. Non, il y en a plusieurs. Combien? Pour ce qui est du projet qui nous amène ici Ouais. aujourd'hui, là, on parle d'environ une vingtaine de télévisions, plus ou moins 20 télés communautaires là, qui sont partenaires du Bulletin de nouvelles. OK, qui sont partout au Québec et diffusés par Cogeco, dans le fond. Effectivement, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque télé qui est partenaire du Bulletin des régions se doit de nous faire nous acheminer un reportage ou une chronique de façon hebdomadaire. Puis nous, en tant que TVCO, on est privilégiés par rapport à ce que nous sommes les producteurs exécutifs de l'émission. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les reportages de ce beau monde-là, puis par la suite, ici, tous les montages et tout le cadre en tant que tel de l'émission, là, il est produit chez nous. C'est que ça nous rend très, très fiers parce que vous allez voir, le constater en écoutant le bulletin de nouvelles qu'il y a des très beaux reportages. Oui. Puis, c'est là qu'on voit d'un fait intéressant que des régions comme la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, souvent, leur réalité, ça se rejoint beaucoup, là. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir les bulletins des autres régions? Plus on les écoute, plus on voit que le quotidien, souvent, la réalité, c'est un copier-coller. On vit des choses semblables. Oui, effectivement. Puis l'actualité, ce qu'on veut pas, ce qu'on entend, la pénurie de main-d'œuvre, pour prendre un exemple, ça se vit ailleurs aussi. On voit aussi qu'est-ce qu'ils font aussi, comment est-ce qu'ils font pour se sortir de ça. Souvent, on peut apprendre de tout ça. Oui, il y a de l'inspiration à aller chercher là, dans certaines solutions, des fois, qui sont présentées. Oui, c'est vraiment intéressant. Je crois que c'est la 3e semaine qu'on est en onde avec ça. C'est super plaisant, c'est un beau produit. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Comment est-ce que TVCO s'est retrouvé avec le producteur exécutif de ce projet-là? Bien, écoutez, on a toute l'équipe ici qui ont été comme visionnaires, puis que nous, quand ils nous ont porté ça au niveau du conseil d'administration, comme je l'ai dit, on a sauté à 2 pieds dans le chaloupe, si on peut dire. Écoutez, il y a une très belle opportunité qui nous apportait une belle visibilité, puis qu'on pouvait, par le fait même, montrer notre savoir-faire. Parce que vous savez qu'à TVCO, malgré toutes les embûches qu'on a eues dans cette année-là, on a continué sur une pente ascendante. Le produit est super intéressant au niveau de la télévision. On se diversifie beaucoup au niveau de notre programmation également. C'est un peu un défi lancé à nous-mêmes, en même temps. Oui.
on voulait profiter de la pente ascendante pour garder notre air d'aller puis produire des nouvelles choses. On avait un défi de taille à TVCO qui était la production. On s'en va tranquillement vers ça. On ne s'improvise pas producteur du jour au lendemain. Donc, on prend des petites bouchées, une ici, une par là. Puis, à force de travailler avec l'équipe qui fait un travail remarquable, que je tiens à le souligner, on va y arriver. Puis, on peut constater que la TVCO d'hier à aujourd'hui, l'évolution qui est constante. Oui, tout à fait. Et est remarquable. Donc, est-ce qu'on sait pour combien de temps on est dans cette aventure-là? Y a-t-il déjà une fin déterminée ou on y va, écoutez, déjà, on a dû, par des circonstances que le monde connaisse, qu'on a eues dernièrement, on a dû retarder tout ça. Pour ce qui est là, de la durée du projet, on ose espérer que dans la prochaine année, qu'on puisse le continuer. Mais sachant que Cogeco sont très satisfaits du produit livré, on peut penser là, que ça sera reconduit dans un avenir prochain. Là, Bon, bien, on se le souhaite. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Nous avons également recueilli les commentaires de Sarah Saint-Pierre, qui est gestionnaire chez Cogeco Nous TV et responsable des relations avec les communautés. On ne peut que bien accueillir cette initiative-là, c'est certain. Pour avoir 20 télés autonomes sur notre territoire au Québec, c'est une richesse pour nos communautés. L'information locale, c'est une richesse. Et d'avoir une initiative collaboratrice comme ça, qui intègre tous les télés autonomes sur le territoire du Québec de Cogeco, c'est magnifique, c'est une belle collaboration. Déjà, là, il y a beaucoup d'engouement pour chacune des télévisions autonomes de pouvoir faire partie d'un groupe. On peut peut-être même dire un regroupement pour être capable de partager les informations d'un peu partout au Québec à tous nos auditeurs. On s'est rendu compte aussi avec les clients que c'est intéressant pour eux de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Puis des fois, ce qui se passe ailleurs nous donne des idées pour notre région à nous. Alors, je pense que c'est un peu du donner au suivant en faisant ce genre de partage d'informations locales. Le Mégadrag Charlevoix revient pour une deuxième édition le 4 mars prochain et j'ai rencontré ses organisateurs, Mathieu Bouchard et John Hudon. Mathieu Bouchard, John Hudon, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler du Mégadrag qui va se dérouler le 4 mars prochain. Exactement. C'est votre deuxième édition. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'année passée, Mathieu? Le site. On a changé. L'an passé, notre site ne pouvait pas accueillir. Il y avait un maximum de personnes qu'on pouvait accueillir. Puis la longueur des pistes, je vais laisser John en parler. OK. Qu'est-ce qui est arrivé avec la piste est plus longue cette année? John. La piste est améliorée de beaucoup. On est parti de 500 pieds l'an passé à 660 pieds. Qu'est-ce que ça vous donne de plus, ce 160 pieds-là? Ce 160 pieds-là nous permet d'amener la plus grosse catégorie de motoneige de course existant autant. C'est quelle catégorie, ça? C'est la catégorie haute, là. C'est des motoneiges avec énormément d'HP, puis des très grosses valeurs. Ça peut avoir une accélération de combien sur 600 pieds à peu près? Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 140 000 à l'heure, qui est plus de 200 km/h sur une motoneige? Sur une motoneige. En dedans de 600 pieds? Exactement. Il y a combien de catégories cette année avec l'ajout des nouvelles catégories puis votre piste qui a été prolongée? Parce que il y a énormément de catégories, parce qu'il y a beaucoup de sous-catégories aussi. Fait qu'on on se ramasse qu'on va avoir 15 à 20 catégories différentes. Ça, c'est quoi? C'est selon les cylindrés des motoneiges? Exactement. Et on ajoute aussi enfants. On va avoir des enfants. J'ai même des parents qui m'écrivent que leurs enfants, une petite fille de 4 ans qui va courir le 4 mars avec un 120 cc, une petite motoneige, qu'elle aussi, elle va participer. Maintenant, ce qu'on voyait par le passé, c'est qu'ils font leur départ sur le sable. Hein? Pourquoi on ne part pas sur la neige comme telle? Bien, justement, ça fait partie de l'amélioration des pistes qu'on va avoir cette année. Ça va être une première au Québec. Ce n'est pas fait dans aucune course encore. Ça n'a pas été fait sur aucun départ encore. Okay. On va avoir un départ hybride. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les grosses catégories de motoneige, on amène des catégories de motoneige valant plus de 150 à 200 000 la machine. Des grosses machines. Alors, le monde, quand c'était le temps de partir sur le sable, bien, ça les dérangeait un petit peu parce que c'est des machines de 150 000 puis ça pouvait briser la machine. Alors, une motoneige, c'est pas fait pour rouler sur le sable non plus, là. Oui, mais c'est... Lorsque l'adhérence... Ça augmente l'adhérence. C'est pour ça qu'on fait des départs sur le sable, c'est pour l'adhérence. Mais ces machines-là, étant donné les prix puis la différence de machines, on a fait un départ hybride. Il va y avoir un départ cette année sable
et neige, spécialement pour la catégorie haute. Là. Vous me dites une quinzaine de catégories. Vous attendez combien de compétiteurs à peu près pendant cette journée-là? C'est très dur à évaluer. À ce moment-ci, là, à peu près 3 semaines d'avis, vous attendez à combien de monde? On s'attend à facilement... L'année passée, on avait eu 163 inscriptions. C'est ça. J'allais dire un 150 à 200 inscriptions compétiteurs. Facilement. Compétiteurs. Parce que là, on amène aussi une nouvelle catégorie qui est trail. Fait que les gens qui ont une motoneige qui roule sur la piste avec une carte fédérée vont pouvoir même participer à ces courses. Comme une catégorie amateur. Exactement. Mathieu, l'an dernier, vous aviez eu un bon succès de foule. Et cette année, vous attendez encore à beaucoup de participation du public comme tel. Oui, l'an passé, on avait estimé à peu près à 1500 personnes entre visiteurs et coureurs. Les coureurs viennent toujours avec leur famille, fait que ça fait quand même beaucoup de personnes de leur côté aussi. Cette année, avec l'ajout de la classe Atlas, qui est une classe prisée par les gens veulent voir les grosses motoneiges. Exactement. On pense peut-être se rendre à 3000 personnes. Là. Dites-moi, est-ce qu'on va pouvoir accéder au site en motoneige cette année? Parce que c'était compliqué l'année passée pour les motoneigistes qui voulaient se rendre en motoneige. Exactement. Cette année, le Sapin d'Or, d'ailleurs, est embarqué avec nous autres parce que la piste fédérée arrêtait chez Robin Tremblay, le dépanneur. Puis après ça, c'est un petit sentier qui se rendait jusqu'à l'événement. On n'avait jamais pensé que l'événement aurait pu prendre autant d'ampleur. Cette année, le Sapin d'Or nous a proposé de rallonger le tronçon pour une journée. Ça veut dire qu'ils vont fédérer la piste jusqu'à l'événement, c'est-à-dire plus large. Ils vont passer la surfaceuse, tout va être réglementaire afin que les motoneigistes puissent se rendre à l'événement sans problème. Maintenant, ce qui est particulier également dans le Mégadrag Charlevoix, c'est le nombre de commanditaires puis les appuis que vous avez, parce qu'il y a des grosses bourses là, qui vont être données aussi. Oh, oui. Plein de commanditaires locaux. Et cette année, vient se greffer Adrénaline Sport qui compte 6 magasins tout au Québec. Eux sont spécialisés dans la motoneige, puis dans, comme on pourrait dire, skidoo. Chez nous, c'est skidoo. Nous autres, on a toujours eu de la motoneige, toujours eu des bombardiers. On est allé les voir, puis les gars, avaient sans hésitation, ils ont dit « Pas de problème, on va chapeauter votre événement. » Puis c'est pas pour juste une année. L'an passé, on a réussi à quand même, dans le peu de temps qu'on a eu, à démontrer qu'on était capable de faire une course de qualité. Ces gens-là ont apprécié le spectacle qu'on donne. Puis c'est une façon de remercier tous les motoneigistes du Québec qui ont dit « On va embarquer avec vous autres, non seulement cette année, mais jusqu'à la fin du... » Et là, ça va vous permettre d'offrir combien en bourse là, pour les compétiteurs? On est rendu présentement autour, avant inscription, parce qu'il y a les frais d'inscription vont s'ajouter. Les frais d'inscription vont s'ajouter entre 25 et 30 000 de bourse qui vont se donner cette journée-là. Et pensez-vous faire d'autres profits là, qui pourraient servir à d'autres choses dans cette journée-là? Tout le reste, si on parle des admissions générales... qui seront à combien? C'est 10 par personne OK. Qui vont venir nous visiter sur le site. Ceux qui viennent en auto vont avoir un frais supplémentaire pour le parking parce qu'il faut déblayer. Ceux qui viennent en motoneige, ça va être gratuit le stationnement. Puis tous les profits qui vont être générés par le Mégadrag, vont être réinvestis dans la communauté, dans plein de projets futurs aux éboulements. Donc, ça va bénéficier à notre communauté de toutes sortes de façons. Exactement. En terminant, John Hudon, c'est quand même une course qui est exceptionnelle au Québec. Êtes-vous en train d'établir le Mégadrag Charlevoix comme étant la course de drague motoneige au Québec? On est en train de créer quelque chose pour cette deuxième édition? On est en train, effectivement, de créer une nouvelle catégorie de course. Parce que ce qui arrivait, c'est que c'était beaucoup... Pour ne pas dénigrer personne, parce que tout le monde travaille extrêmement fort pour créer un événement. Ce qui arrive, c'est qu'on a la chance de pouvoir et l'emplacement pour se démarquer. Alors, on profite de ça pour justement créer une belle nouvelle catégorie de course où est-ce qu'on va pouvoir agencer spectateurs, parce qu'on a amélioré l'espace spectateur. D'accord. On a agrandi l'espace spectateur pour pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier justement d'un amusement total pendant une journée de temps. Et là, on comprend qu'il y aura des départs sur sable, il y aura des départs sur neige également. Oui. Et je comprends également qu'on pourra essayer des motoneiges également pour le grand public. Il y aura possibilité de tester des motoneiges. Exactement. Adrénaline, qui est notre commanditaire principal, amènera justement durant cette journée-là quelques modèles de motoneige qu'on pourra essayer pour un frais de 10 $. Ce don de 10 $,
servira pour le cancer du sein. Ça va aller justement à aider encore une autre organisme. Puis, ça va être guidé. Vous allez partir 20 à 30 minutes avec un guide, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser partir n'importe qui avec une machine neuve. Alors, ça va être guidé. Vous allez partir 20-30 minutes pour essayer une machine et interchanger. Donc, il y en a pour toute la famille le 4 mars prochain avec votre course. En terminant, l'an dernier, là, une activité qui avait été bien appréciée, c'était la course des bonhommes. Oui. Vous aviez demandé aux mascottes de la région de venir faire une course, entre guillemets, symbolique. Est-ce que ça revient cette année avec la coupe qu'il y a là? Oui, on va mettre le trophée ici au centre. Oui, allez-y. L'an passé, on avait eu 3 municipalités qui ont participé. Puis le but de ça, c'est que chaque municipalité, nos bonhommes carnaval. On le voit, là, les bonhommes, là. Nos bonhommes carnaval, c'est l'emblème, c'est notre folklore, c'est un sentiment d'appartenance à nos municipalités. Puis l'an passé, il y avait l'île aux Coudes, il y avait Saint-Aimé-des-Lacs qui ont répondu. C'est sûr que c'était un peu dernière minute pour aller capter tout le monde. Cette année, on a d'autres municipalités qui sont manifestées. Parce que cette course-là, non seulement c'est une course symbolique, mais chaque municipalité, chaque bonhomme qui participe, on redonne 250 $ à leur maison des jeunes respectifs dans leur village. Puis celui qui gagne cette année, qui vient ravir la coupe du bonhomme, parce que l'année passée, c'est le bonhomme des éboulements qui avait gagné. OK. On lui donne 500 $. Ça, c'est la coupe du bonhomme. Là. Exactement. Il OK. part avec la coupe chez eux pour un an, puis on lui donne 500 $. Tout ça pour aider les maisons des jeunes qui ont grandement besoin pour faire des activités avec nos jeunes. Bien, messieurs, je vous souhaite la plus belle des températures possibles le 4 mars prochain et puis la meilleure participation possible, à la fois des compétiteurs puis du grand public. Puis merci de votre bénévolat là-dessus. Bravo. Beaucoup d'ouvrages. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui, je vous écoute en terminant. Tantôt, on parlait d'Adrénaline, notre sponsor principal. Mais Oui. autour de ça, il y a beaucoup plus qu'Adrénaline. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont donné des sommes astronomiques, soit en argent, soit en temps. Parce que ça prend des pelles mécaniques, ça prend des 10 roues pour apporter le sable, ça prend des surfaceuses pour tout améliorer le site. Ces gens-là, on ne les nommera pas aujourd'hui parce qu'on va passer 1 heure à le dire, mais on leur remercie beaucoup parce qu'un événement comme ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas des centaines, même des milliers d'heures de bénévoles mis ensemble parce que c'est astronomique le nombre de temps, puis d'heures, puis qu'on passe pour que l'événement ait lieu. Puis je pense que c'est là pour rester. Puis, bien, messieurs, merci je vous Merci félicite à l'avance. Je vous souhaite un beau succès et une belle journée le 4 mars prochain. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. Charlevoix sera très bien représenté aux compétitions de judo lors des prochains Jeux du Québec et nous avons été rencontrer nos jeunes athlètes dans leur dojo. Du 3 au 11 mars prochain, la ville de Rivière-du-Loup accueillera la 56e finale des Jeux du Québec. Les frères Tristan et Charles Pérusse, ainsi qu'Olivier Fortin, seront parmi les fiers représentants de Charlevoix. Ben, tout le temps être en mouvement, puis il y a beaucoup d'action. Des fois aussi, c'est le fun de se battre. Initiés au judo depuis 4 ou 5 années seulement, les jeunes judokas ont eu la piqûre pour ce sport. Ça nous être une belle expérience. Ouais. Une belle Puis, expérience. avez-vous des attentes particulières par rapport à cette compétition-là? Faire une belle performance, puis surtout avoir du plaisir. Habitués aux compétitions, ils abordent de façon constructive leur première participation aux Jeux du Québec. Du côté de Charlevoix-Est, Mathis Saint-Gelais performera dans la division masculine du hockey et Léo Loubouliane du côté du curling masculin. C'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine.